Restez toujours branché sur Nasport TV. Et pas Moko, Narcisse Kalambe, Lungaba bébé. Hein? Anuna Ranaete, Lungaba bébé. Donc, Azala pour Makambo qui n'a bien. Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Nasport TV. Une délégation de la Direction générale de l'Institut national de préparation professionnelle, en sigle INPP, a visité le 8 juin dernier 2 entreprises importantes dans le domaine énergétique en Suisse. Il s'agit du centre hydro de Montreux, situé dans le canton de Vaud, et des Hydro-Exploitation SA, implantés à Sion dans le Valais. Le but de cette visite était double: s'enquérir des bonnes pratiques dans ce domaine en Suisse, au travers de ces 2 entités, et comment les contextualiser en République démocratique du Congo. Au niveau de l'étape du centre hydro de Montreux, plus précisément à Veto, la délégation conduite par l'administrateur directeur général M. Maurice Tchukouya Kayembe a visité les installations de cette entreprise, où il leur a été expliqué comment la centrale de Veto est gérée, tout comme comment celle-ci est entretenue en fait de donner le meilleur d'elle-même. On peut entrer dans l'atelier déjà? Oui, donc ça c'est l'atelier qu'on voit. Ouais. L'atelier d'adjoint. Oui. C'est cette odeur-là. Ouais. Ça, c'est le job de chez moi tous les jours. Les ateliers d'automobile, robotique, fraisage, tournage, réalisage. Parce qu'ils apprennent en fait. Ils apprennent à faire tout ça. On parlera aussi du système de formation, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on a ici avec les apprentissages. En entreprise. Ouais. En entreprise, c'est des apprentissages qui durent de 3 ans, 4 ans, où ils sont engagés en entreprise et ils suivent en parallèle les cours de formation. Mais l'entreprise a un devoir formateur. C'est ça. Ils ont un maître d'apprentissage dans l'entreprise, l'entreprise a des obligations de faire des exercices, etc., de suivre un plan de formation. Ils sont payés pendant cette période-là. Pas beaucoup, par l'entreprise. Pas beaucoup, parce qu'ils travaillent 4 jours par semaine à l'entreprise. Alors, bien sûr, c'est pas des sommes énormes, hein, c'est 20% d'un salaire, la première année, c'est 20% d'un salaire d'un ouvrier. Mais ils commencent déjà à avoir leur premier revenu. Et puis ils se font une expérience. Ils se font leur expérience et à la fin, ils ont leur formation professionnelle. Ils s'habituent avec le milieu de l'entreprise. Au milieu de l'entreprise, absolument. La visite de la centrale de Veto, donc on a eu l'occasion de discuter en fait des problèmes de la maintenance sur un ouvrage en exploitation et sur un ouvrage qui est actuellement en phase de construction. Ce qui ressort également de cette visite, c'est que la production hydroélectrique est organisée au travers de trois statuts, entre guillemets. Donc on a l'exploitant, l'ingénieur designer et puis l'ingénieur propriétaire ou l'ingénieur ou personne responsable en fait de la gestion de l'asset. Ces 3 métiers sont impliqués puis sont dépendants l'un de l'autre. Tout se fait au travers d'une information, au travers de la documentation, au travers d'un plan de maintenance qui est géré, décidé. La stratégie de maintenance est décidée par le propriétaire. L'exploitant lui fait remonter en fait son information au jour le jour au travers de toute une série de rapports. Et le designer lui permet au travers de
de procéder à toute une série de phases correctives. Voilà. Merci. Tous les aspects liés à la formation. Alors, en ce qui concerne les aspects de formation, il est important que les gens qui rentrent, qui sont intégrés dans ce processus de gestion, de management en fait de ces ouvrages, aient une formation adéquate qui leur permette de les sensibiliser aux différents problèmes qui seront rencontrés pour faire que cet ouvrage puisse en fait fonctionner au mieux. C'est des formations spécifiques, il faut que les gens soient motivés, soient attirés par le travail qu'ils font. Et puis, la fiabilisation de ceux qu'on forme, les gens là qui sont formés, il faut les fiabiliser. Et puis il est clair que les gens qui sont formés, il faut les fiabiliser. Donc il faut les fiabiliser par rapport au travail qui leur est demandé. Et puis il faut qu'ils se sentent concernés par les tâches qui leur sont dévolues, de façon à ce que l'information qui ressort en fait de leur travail soit une information sûre, qui permette de garantir une maintenance sur le long terme et puis de garantir en fait des informations fiables de façon à ce que le propriétaire, de façon à ce que le gestionnaire de l'asset puisse remonter des informations, puisse gérer en fait ces informations de manière cohérente. Et le potentiel d'emploi d'une centrale hydroélectrique, qu'est-ce que ça offre, surtout aux jeunes? En termes de futur, alors c'est clair qu'en ayant en fait une connaissance de la maintenance d'un tel ouvrage, le potentiel ou l'avenir en fait pour un jeune qui voudrait s'engager dans ce type de formation, dans ce type de travail, dans ce type de métier, suivant sa formation de base, c'est une responsabilité de chef de centrale, c'est une responsabilité donc soit comme responsable de la mécanique, responsable de la partie électrique, responsable de la partie du génie civil, ou comme responsable en fait d'un groupe d'exploitation hydraulique. Donc on pourrait imaginer d'avoir quelqu'un qui serait responsable de plusieurs petites centrales, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'emplois qui sont générés par... Il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être générés dans le domaine de l'hydroélectricité, et c'est des emplois en fait qui s'orientent sur du très long terme également. Voilà, merci. Tout est cerné. Merci. La seconde étape de cette visite au niveau de Hydroexploitation SA à Sion a consisté à s'enquérir sur la formation du personnel de cette entreprise et à une visite des ateliers centraux de celle-ci. Hydroexploitation SA joue un rôle stratégique dans les domaines de l'exploitation hydroélectrique. Sa fiche signalétique indique 439 collaborateurs, 72 types de contrats de travail et 2 langues utilisées au sein de celle-ci. Il est bon de savoir que la délégation de l'INPP, outre son ADG, était composée de 2 administrateurs de cet institut de formation. Il s'agit de Mme Patricia Jusques Veringa et de M. Modeste Amédée Nongala. Ils ont effectué cette visite en marge de leur participation à la conférence internationale du travail qui s'est tenue à Genève. Créé le 29 juin 1964, transformé en établissement public à caractère technique et social en 2009,
l'INPP a connu un regain de vitalité depuis l'arrivée à sa tête de l'ADG actuel. Celui-ci a vu ses effets être reconnus par sa confirmation à la tête de cette entreprise par une ordonnance présidentielle le 29 avril 2014. Aujourd'hui, il est donc possible d'affirmer que l'INPP, suite aux efforts de son staff de dirigeants, est à même de remplir à nouveau sa mission de promouvoir, créer et sécuriser l'emploi en RDC par la formation professionnelle. Voilà, et donc cette technologie, pour faire vivre ça, il faut qu'il y ait des connaissances sur ça. Tout à fait. Et puis ici, ben voilà, on travaille typiquement de ces apprentis en 3e et 4e année. On a commencé à faire les petites pièces, et puis après, ben, donc ils sont 90, ils vont pouvoir passer pour la totalité de la mécanicienne dans la normale. Je suis touchée de ce qu'à chaque fois vous donnez un boulon à vous donner. La durée de la formation de la polymécanicien, c'est 4 ans. Et la mécanicien, Elle avance aussi qui t'explique que je prends tout. Oui, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Là, en fait, on va faire. Vous êtes en train de monter cette machine? On a réalisé ce qu'il y a. L'arbre de manivelle. C'est ça? Oui. Une manivelle qui est utilisée pour vous. Là, c'est un exercice. Là, c'est un exercice. Ouais, d'accord. Et vous êtes en quelle année de formation? Dernière année. En dernière année? Ouais, il termine demain. Oh. Les examens demain. Non, non, il termine demain la pratique. Ah, super. Mais les examens, c'est terminé. Ouais. Il faut déjà fêter ça aujourd'hui. Champagne. Le champagne, il est au soir. C'est pour ça que c'est très bon, parce que c'est vraiment implanté dans le tissu économique jusqu'au PME. D'ailleurs, la Suisse, c'est plus de 80% de PME et forment les gens et sont responsables de garant aussi de la formation parce que c'est eux finalement qui décident des programmes. Il commence à 15 ans, il y a 9 ans de scolarité obligatoire. En général, ils rentrent dans les... Donc ils sortent à 15 ans, on peut dire. Et à partir de 15 ans, ils entrent dans la vie professionnelle où ils commencent des études secondaires. De mon temps, on commençait un petit peu plus tard, on commençait à 16 ans les apprentissages en général. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, on peut dire que c'est 15 ans. Je suis membre de 2 associations suisses qui sont actives dans le domaine de la formation et je pense qu'il a vécu une évolution énorme du passé à aujourd'hui. Alors cependant, dans le passé, quand moi j'étais encore petit, mon papa il m'a dit tu dois apprendre quelque chose, comme ça tu seras quelque chose. Mais aujourd'hui c'est modulaire et c'est, comment dire ça, il y a plusieurs passages entre les métiers. Ça me permettrait même de devenir curé ou bien pasteur. Oh. Ça c'est une vocation. C'est une vocation, oui. Par exemple, les syndicats, ils ont fait un travail énorme il y a 50, 60 ans en arrière, ou bien plutôt 60 années en arrière. Quand on construisait tous ces barrages, il y avait des conditions pour les ouvriers qui étaient simplement pas bonnes. À l'issue de ces 2 visites, nous nous sommes entretenus avec l'ADG de l'UNPP et au terme de cet entretien, il nous a fait part de ses impressions sur les 2 visites qu'il a pu effectuer au niveau de ces 2 entreprises qui sont extrêmement importantes dans le domaine énergétique en Suisse. Suivez les éléments en question. Pour compléter ce qu'on vous a dit hier, par rapport à notre visite qu'on a fait avec le ADG dans le centre hydro de Montreuil, et nous sommes avec lui là, pour qu'il puisse un peu nous donner le bilan de ce qu'il a vu et ce qu'il a compris et ce que ça peut donner par rapport à notre pays qui est la RDC. Bonjour ADG. Bonjour monsieur le journaliste.
Alors, pour nos téléspectateurs de Nasfor TV, est-ce que vous pouvez nous éclaircir, nous donner vos impressions de tout ce que vous avez pu voir dans ces centrales de Veto à Montreuil et nous dire en bref quel a été votre but de votre visite ici en Suisse? Et vous savez que nous sommes venus d'abord ici en Suisse, c'est pour participer à la conférence internationale du travail, mais nous avons voulu en profiter pour voir les partenaires qui sont dans le secteur d'hydroélectrique. Vous êtes sans ignorer que l'énergie, c'est un des facteurs importants du développement de notre pays et c'est un secteur porteur de croissance d'emploi en République démocratique du Congo. Voilà ce qui nous a intéressés à visiter ce centre pour nous imprégner de ce qu'ils sont en train de faire, quelles sont les bonnes pratiques pour qu'ils parviennent aujourd'hui à tenir des centrales qui datent d'il y a 50 ans, 60 ans et que ça marche à merveille. Et vous avez vu qu'ils sont en train aussi de construire de nouvelles centrales qui va nécessairement booster beaucoup plus le secteur énergétique suisse. Mais ça nous a beaucoup plus plu, d'autant plus qu'il ne se limite pas seulement à construire de nouvelles centrales, mais surtout à maintenir ce qui existe. C'est ça ce qui est important. Et c'est l'aspect formation des hommes de métier qui m'a beaucoup plus intéressé, d'autant plus que c'est dans le secteur que j'évolue. Et je me dis pourquoi pas ne pas prendre de bonnes pratiques qui se font ici et les contextualiser chez nous pour pouvoir non seulement donner la possibilité aux gens qui évoluent dans le secteur énergétique, notamment notre Société nationale d'électricité, ainsi quand bien même on vient de libéraliser le secteur, bientôt là nous aurons des opérateurs aussi privés, et cela nous permettra de les accompagner et de les faire voir qu'il y a possibilité d'investir, mais ce qui est important, c'est comment faire perdurer cet investissement, le rentabiliser à outrance dans la durée, mais pour cela il faut des hommes de métier capables de maintenir les équipements en bonne marche. D'accord. Là, si je vous ai bien suivi, vous dites que la société, c'est SNEL, non, qui a été... La SNEL qui n'a pas été privatisée, mais on a libéralisé le secteur de l'énergie chez nous. Ça veut dire que nous aurons maintenant des sociétés concurrentielles par rapport à la SNEL. Et pour cela, ce qui va déterminer la marge bénéficiaire des uns et des autres, c'est la capacité d'intervenir, de répondre aux sollicitations de la clientèle. Et pour cela, il faut la main-d'œuvre qualifiée et efficace. D'accord. Parce que quand on a visité ici, vous avez vu qu'il y a on dit c'est de multi, parce que chez nous, on trouve qu'il n'y a que 2 centrales, si j'ai encore bonne mémoire. Oui, chez nous, il y a la centrale de Zongo et celle de barrage d'Inga que nous avons aujourd'hui, mais je crois que dans un avenir proche, il y a les barrages de Kakobola dans le Bandundu et les autres Katende et consorts qu'on est en train de construire. Mais tout cela, ça ne demande pas seulement que nous nous limitions au niveau des investissements qui sont lourds, il faut les reconnaître, mais il faut que nous puissions parvenir à rentabiliser ces investissements-là dans les délais, dans la durée. Et pour le faire, je crois que vous avez vu, non seulement il y a eu des différentes centrales qui se sont mutualisées pour mettre en place des centres de formation, non seulement des centres de formation, mais qui s'occupent en même temps et de la formation et de la maintenance industrielle de ces centrales hydroélectriques. Alors, pour qu'on ne puisse pas trop vous retenir dans nos questions, je pense que les images en elles-mêmes vont parler de votre visite. Vous avez vu des galeries qui sont vraiment des kilomètres et des kilomètres. Et or, chez nous, on dit on ne peut pas construire comme ça. Et qu'est-ce que vous en dites? Oui, mais c'est ce qui fait la différence. C'est qu'il faut aujourd'hui, on dit que la technologie est à la portée de tout le monde. Mais ceux qui auront une longueur d'avance par rapport aux autres, c'est ceux qui maîtriseront cette technologie-là. Et ils ont aujourd'hui la possibilité de maîtriser la technologie, mais je pense que nous n'allons pas dire que nous faisons la course, mais ça nous incite à faire la même chose que ceux qui nous ont fait. Nous ne disons pas que nous sommes les derniers, et je voudrais vous dire, monsieur le journaliste, qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous arrivez au Congo, ça bouge. Et ça bouge positivement. Et quand, en visitant ces usines-là, moi personnellement, je n'étais pas beaucoup plus impressionné, mais parce que je sais que vous trouverez les mêmes centres de formation tels que nous l'avons à Kinshasa. Je crois que si vous avez la chance de visiter Kinshasa, vous verrez que ce que nous avons vu, peut-être c'est quelque chose, mais Kinshasa aussi peut faire concurrence, peut faire face à cela.
Mais de votre passage ici, avez-vous au moins eu la possibilité d'approcher la main-d'œuvre de la diaspora qui peuvent aussi descendre travailler au pays? Parce que par rapport à ce qu'on a vu, et il y a beaucoup de main-d'œuvre congolaise qui travaillent dans ces sociétés-là dans lesquelles vous avez visité hier. Je crois que dire qu'on a organisé des séances comme tel, non, mais au moins dans les informels, on a dit côtoyer les uns et les autres pour leur donner le message, pour leur dire il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est le temps de la reconstruction de la République démocratique du Congo et vous êtes ressortissants de ces pays, venez chez nous. Il y a de la place pour tout le monde pour que nous puissions reconstruire ces pays. D'autant plus que vous savez que chez nous, nous avons un système d'enseignement qui est trop biaisé, qui a beaucoup plus formé dans la bureaucratie que dans les métiers. Et vous qui êtes dans la diaspora, vous avez eu la chance parfois d'être dans les métiers et nous avons besoin de votre apport pour que nous puissions tous construire le pays et pourquoi pas former aussi les autres. Parce que je vous ai dit que la bataille aujourd'hui dans le monde globalisant, c'est la maîtrise de la technologie. Et celui qui maîtrise la technologie aura une longueur d'avance par rapport aux autres. Et ça, je pense que la diaspora congolaise pourra aider le Congo à pouvoir résoudre ce problème-là. Et là, il y a plusieurs que j'ai pu parler aussi avec hier. Ils m'ont dit, bon, ils étaient prêts à poser leur candidature pour venir travailler au pays. Comment est-ce qu'ils peuvent s'en prendre? Quelle est l'entité pour laquelle ils peuvent envoyer peut-être leur CV et tout ça? Parce qu'ils sont déconnectés. Il y a ceux qui ont déjà 30 ans ici, 35 ans, mais ils n'arrivent plus à être connectés avec le pays. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a l'innovation chez nous. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a un vice-ministre en charge de la diaspora, des Congolais de l'étranger. Je crois que c'est le canal le plus titré que les gens qui sont dans la diaspora peuvent s'adresser à notre ministère des Affaires étrangères. Ils trouveront des plateformes qui sont suffisamment mises en place pour pouvoir aider nos compatriotes qui ont cette envie-là de venir donner un plus au pays et je crois qu'ils seront les bienvenus. Nous sommes du secteur du ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale. Je crois que là aussi, il y a un organisme qui s'occupe de la diaspora, de la main-d'œuvre des compétences étrangères. Je crois que ça pourra nous permettre aux uns et aux autres de trouver leur place au Congo démocratique. Merci ADG, je ne vous prendrai pas vraiment beaucoup de temps. Vous qui allez nous regarder, vous avez compris, de la bouche autorisée, n'ayez plus peur, envoyez, et par le message qui passera en bas, vous saurez où vous adresser pour descendre et porter votre pierre à la constitution de notre belle RDC. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Bonne soirée.